Bonsoir et bienvenue à tous et à tous pour ce 124e Rendez-vous des Futurs, 124e fois que nous nous retrouvons ici au Cube, à Issy-les-Moulineaux, pour des soirées d'exception, des soirées où nous explorons les futurs, où nous explorons la société qui nous entoure avant tout. Il est docteur en psychologie cognitive, ses travaux sont connus à travers le monde, il a été journaliste mais aussi ingénieur en intelligence artificielle. Il est à la tête de la société Hypermind. Nous allons notamment parler de son livre Super Collectif, la nouvelle puissance de nos intelligences. Et grâce à cette exploration de son livre que nous ferons avec Nils Sedesmanov, nous ferons un petit voyage autour de l'intelligence artificielle, nous parlerons également quotient émotionnel, nous parlerons de la force des réseaux, de nouvelles facultés assez méconnues, de la force de la diversité. Merci de recevoir ce soir Émile Servan-Schreiber. Bonsoir Émile. Voilà, vous avez le micro. Alors ce soir, Émile, nous allons retrouver également la moulinette d'Amélie. Elle a vu l'émission que nous avons faite avec Cynthia Fleury en décembre et elle va nous la raconter. Laura Plisson également viendra dans un hors-d'œuvre artistique que je vous recommande. Et Charles-Antoine dialoguera avec Alexandre Segura de CopCycle. Et ça, ce sera tout à l'heure. Bien sûr, derrière votre écran ou ici au Cube, n'oubliez pas de partager ce que vous voyez sur le hashtag RDVF. Bien sûr, nous parlons de Twitter. Et puis, vous en avez pris l'habitude, vous êtes de plus en plus nombreux. Cette émission se vit et se revit, bien sûr, sur toutes les plateformes vidéo et aussi sur toutes les plateformes audio, toutes les plateformes de podcast. Alors, continuez de vous abonner, comme disent les jeunes, bien sûr. Émile Servan-Schreiber, j'ai une petite question rituelle. Dans chaque émission, je la pose. Qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 9 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie ? Je réponds que je fais quelque chose que je ne pouvais pas imaginer quand j'avais 9 ans. Et que donc tout est possible. Et alors, est-ce que vous pensez que ça va lui convenir, cette réponse ? Ça va forcément exciter un peu son imagination, parce qu'il va se dire qu'est-ce que je peux faire qui n'existe pas encore. Et il y a énormément de choses qui n'existent pas encore et qu'on va faire. Et donc vous laissez une petite aura de mystère. Oui, tout à fait. Pour cultiver cette excitation. Tout à fait. Alors on finit toujours par faire quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, mais qui ressemble un peu à comment on s'imaginait à cet âge-là, j'imagine. Donc moi, c'est clair que je fais quelque chose qui correspond à ce que j'avais comme rêve petit, qui était à la fois de faire des découvertes et de sauver le monde, très humblement. Et je le fais à ma petite échelle, mais je suis très content de le faire. À l'école, vous étiez plutôt quel élève ? Celui au premier rang, celui au dernier rang ? J'étais plutôt au milieu. J'avais tendance à considérer que j'étais la personne la plus normale du monde et que tous les autres étaient bizarres et que je définissais ce qui était normal. Ça voulait dire aussi moyen en classe, du coup. Ouais. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure de la vie que tous mes amis étaient extrêmement anormaux et que probablement ça voulait dire que moi aussi j'étais un petit peu bizarre. Est-ce que c'est comme ça qu'on devient psychologue cogniticien ? On devient psychologue cogniticien quand on s'intéresse à l'intelligence, et en particulier à l'intelligence des autres. Et j'ai toujours été fasciné par l'intelligence des autres, ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui l'intelligence collective m'intéresse autant, c'est que ça repose entièrement sur comment bien utiliser l'intelligence des autres. Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont fait emprunter des chemins que vous n'auriez pas imaginés, des rencontres particulières ? Oui, alors je ne pensais pas être psychologue du tout. Ouais. Mais j'ai eu la chance de rencontrer le Herbert Simon, qui est un prix Nobel d'économie, qui par ailleurs a aussi inventé le premier programme d'intelligence artificielle en 1956, qui m'a donné un cours de psychologie, puisqu'il s'est devenu un des plus grands psychologues cognitifs américains. Et il m'a complètement fait bifurquer de l'informatique vers la psychologie, en utilisant du coup beaucoup d'informatique pour essayer de comprendre les algorithmes du cerveau. Ça, c'est vraiment une rencontre marquante qui vous a fait... Totalement. Ça a défini totalement qui je suis devenu après. Amélie Pinault a vu l'émission que nous avons faite avec Cynthia Fleury en décembre et elle nous le raconte. C'est une nouvelle chronique qu'on a lancée en 2020, donc il y a peu de temps. Et ça s'appelle La Moulinette d'Amélie. On se retrouve juste après avec Nils Sedesmanov. Avec plaisir. Le 3 décembre dernier, nous avons reçu Cynthia Fleury. Philosophe, psychanalyste, professeur, auteur, Cynthia Fleury fut aussi en ce 3 décembre et capitaine de navire. Figurez-vous un beau navire, sentez le vent gonfler nos voiles, vous y êtes ? Nous embarquons pour une navigation en eau profonde.
il est clair que voilà, nos géométries, elles se transforment. Il est clair qu'à la fois nous avons un sentiment de disparition du temps et de l'espace, et en même temps nous avons des nouvelles manières de distendre l'espace et le temps. Il y a les deux. Hein, il y a des plasticités nouvelles. Oyez, oyez, nous commençâmes, poussés par une légère brise en rade d'innovation. Nous découvrîmes atterrer la falsification de l'innovation, soi-disant empreinte de nouveautés, mais finalement conçue sous le sceau de l'obsolescence programmée. Nous vîmes ensuite quelques îlots intimes, la crique des enjeux civilisationnels, l'éternel cap de la valence sexuelle et bien sûr la nature. Je suis un philosophe avec une position humaniste. Donc je défends une exceptionnalité de l'homme du côté de la responsabilité et pas du côté de la toute-puissance délirante, mais qui en dernière instance est un système pragmatique d'autoconservation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en protégeant la nature, on protège le contrat social. C'est aussi bête que ça. Puis petit à petit, de tropisme technophile en révolution noétique, le capitaine Fleury nous amarra sur l'île majeure de l'intelligence artificielle. Quand vous avez une traçabilité, par exemple, permanente, bien évidemment que ça remet très 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 en cause la liberté de circulation, qui n'est pas une liberté de traçabilité, si vous voulez. C'est quand même deux choses différentes. Et c'est au port de la noétique, cette cousine de la métaphysique, qui s'intéresse à l'étude de la nature et du fonctionnement de l'intellect humain, que se trouve l'une des clés philosophiques pour replacer l'individu dans son humanité en tant que sujet de son existence et agent de son expérience. À partir du moment où la technique prend la main sur quelque chose, en fait, c'était que l'humain n'était pas là. Et donc, en fait, ça veut dire aussi que, voilà, sans cesse, nous allons découvrir nous-mêmes des pans de notre humanité qui vont petit à petit être attrapés par une possibilité technique, mais qui fait, dit Gilbert Antoine, que en fait l'humain n'était pas là et qu'il est encore ailleurs, etc. Nous fîmes escale à Empowerment, capitale du pouvoir d'action des individus à laquelle le capitaine est très attaché. Nous y rencontrâmes l'univers des patients, associé à la chaire de philosophie, qui transforme ainsi ces patients en agents, acteurs de leur expérience de la maladie. Notre dernier port fut celui de citoyenneté. L'accès à la citoyenneté, nous l'avons pensé comme un accès, entre guillemets, possiblement ignorant, possiblement non compétent. Et ce qui est une très bonne chose. Hein. On n'a pas besoin de passer un permis à points et à 18 ans, on vote, qu'on soit ou pas capé pour voter. Et c'est important de maintenir ce caractère inaliénable-là. En même temps, ne nous mentons pas, c'est pas mal d'avoir un peu de compétences. Dans la démocratie du citoyen expert, la montée en compétence est essentielle pour se saisir, par exemple, du dossier des datas citoyennes, qui doivent le rester pour garantir une continuité de la démocratie. Le capitaine Fleury, tel un phare, voit loin sur la question d'une gouvernance à imaginer. Nous avons le 21e siècle pour nous décider. Quels sont les types de combinaisons que nous allons inventer demain pour à la fois respecter nos États-nations, en même temps avoir quelque chose d'un tout petit peu plus contraignant et normatif en termes de gouvernance mondiale, et voilà, et comment on va agencer ensemble ces légitimités et ces efficacités-là. Cette émission est à revoir sans modération sur notre site www.rendez-vous-des-futurs.com. Et de retour ici au Cube, à ici les Moulineaux, dans ce nouveau Rendez-vous des Futurs avec Émile Servan-Schreiber, Nils Yazosmanov. Je vous présente Émile, et Émile, je vous présente Nils Yazosmanov, président du Cube, à qui je cède le micro. Vous voyez son livre, il est complètement corné, annoté, postité de partout. C'est la marque des grands. Nils, à vous. Bonsoir, merci Éloi, bonsoir Émile Servan-Schreiber, merci beaucoup d'être avec nous. Alors moi j'ai deux petites questions à vous poser avant de rentrer dans votre livre passionnant. Votre père vous a inculqué l'idée, dites-vous, que l'intelligence est la plus précieuse des ressources, mais qu'il n'y a pas une très grande distinction entre réfléchir et rêver. Alors ma question c'est, diriez-vous que vous êtes plutôt un scientifique ou un rêveur ?
Vous avez un peu répondu tout à l'heure, mais... Les deux, mon capitaine. Forcément, le scientifique doit rêver à ce qui n'est pas encore découvert, donc c'est forcément quelqu'un qui va explorer l'inconnu. Et pour ça, il faut forcément être rêveur, pour imaginer qu'il y a quelque chose dans le grand trou noir. Alors, autre petite question, la plus d'actualité. Récemment, le médiatique et controversé Laurent Alexandre a défrayé la chronique, la toile, avec des mots qu'il a tenus lors d'une conférence à Polytechnique sur l'intelligence artificielle. Il a dit « l'intelligence artificielle va rendre les gilets jaunes inutiles ». Alors ça a fait du bruit. Il a dit que les paroles avaient été détournées du contexte, peu importe. Mais au-delà de cette polémique, il y a une anxiété aujourd'hui qui s'exprime de plus en plus sur la question de l'intelligence artificielle liée au travail. Et en même temps, il y a une pression de plus en plus forte à aller toujours plus vite dans ce domaine-là. Donc, ma question, c'est quel est votre sentiment sur ce phénomène qui, aujourd'hui, émerge de plus en plus dans la société? Comment vous appréhendez ça? De manière un peu globale, hein, c'est votre sentiment, quoi. Oui, alors, moi, l'intelligence artificielle, je l'ai vue naître presque. Alors, pas en 1956, mais j'ai commencé à m'y intéresser en 1981, en faisant de l'informatique, notamment avec ces professeurs à Carnegie Mellon qui étaient à la base de tout. J'ai vu les premières voitures autonomes se déplacer à la vitesse d'un escargot malade, en essayant de suivre une ligne blanche péniblement sur la route. C'était la Google Car ou c'était Non, c'était bien avant des encore camions oui, qui prenaient la taille du studio, bourrés d'ordinateurs, dernier cri, et qui avaient du mal à suivre une ligne blanche. Et donc j'ai vu les progrès quelque part, parce que quand on voit ça, on se dit ils vont jamais y arriver en rigolant, et puis que 30 ans après, on voit les voitures qui foncent sur l'autoroute, on se dit qu'il y a eu des progrès et que tout est possible, y compris ce qu'on n'avait pas imaginé. Cela dit, je suis impliqué dans un programme de recherche qui essaye de mixer l'intelligence artificielle pour suppléer l'intelligence de l'homme quand l'intelligence de l'homme n'est pas suffisante. Et dans les affaires humaines qui m'intéressent, qui sont plutôt la géopolitique, l'anticipation, etc., on se rend compte que les intelligences artificielles n'ont souvent pas grand-chose à dire, en fait. Donc, qu'elles sont très utiles sur des sujets qui sont extrêmement restreints, avec énormément de données, mais qu'il y a très très peu de sujets dans la vie qui nous intéressent, où il y a énormément de données et où on reste dans un sujet extrêmement restreint. Et donc, j'ai aucune inquiétude sur le fait que le cerveau humain va être encore très longtemps très utile. Il faut se souvenir que, je le dis dans le livre d'ailleurs, un seul cerveau humain est capable de faire plus d'opérations par seconde que 30 supercalculateurs chinois dernier cri. Donc, on prend tous les ordinateurs du monde, les consoles de jeux, les PC, les téléphones, les superordinateurs, ça vaut à peine 1000 cerveaux humains actuellement. Donc il y a encore de la marge et de l'utilité pour l'intelligence humaine. Alors, vous vous intéressez donc à l'intelligence sous toutes ses formes. J'ai oublié de citer le titre du livre, donc Super Collectif, la nouvelle puissance de nos intelligences, c'est chez Fayard. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, oui. C'est absolument passionnant. Donc vous abordez l'intelligence un petit peu, je dirais, sous toutes ses faces. Françoise Giroud, qui a cofondé l'Express, vous a dit un jour que l'intelligence n'a rien à voir avec l'instruction. Et vous citez également le psychologue Jean Piaget, spécialiste du développement mental de l'enfant, qui dit « l'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas ». C'est juste génial, cette formule. Ouais. L'intelligence, c'est donc quelque chose qui est au-deçà du savoir. Ah, bien sûr, c'est une mécanique, c'est une façon de penser qui fait que quand on n'a pas la solution comme une sorte de réflexe, parce qu'on n'a pas la connaissance qu'il faut, on sait quoi faire pour se sortir d'affaire. Et d'ailleurs, quand on demande aux gens, de façon très naïve, qui ne sont pas des psychologues, pas des spécialistes, c'est qui pour vous quelqu'un d'intelligent? Pensez à quelqu'un d'intelligent autour de vous et dites-moi pourquoi vous pensez que c'est quelqu'un d'intelligent. Eh bien, une des choses qu'ils vont vous dire, c'est quelqu'un qui sait prendre les avis des autres en compte, mais c'est aussi quelqu'un qui sait où aller et à qui demander quand il ne sait pas. Donc on retombe exactement sur la définition de Piaget, qui en fait est la définition instinctive de chacun d'entre nous pour détecter l'intelligence autour de nous. Oui, c'est un peu le mot-clé qui me venait à l'esprit, c'est l'intuition finalement. C'est quelque chose qui a à voir
vous l'avez dit, de trouver de manière intuitive la réponse. Ah non, alors, je pense que c'est le contraire de ça. Je pense que l'intuition, c'est basé justement sur de la connaissance qui est tellement intégrée qu'on n'arrive plus à l'expliciter, c'est de la connaissance implicite et qui ressort comme une sorte de réflexe, sans qu'on puisse dire d'où ça vient, comme le docteur qui vous voit rentrer et qui immédiatement sait ce que vous avez, mais il ne peut pas vous dire pourquoi il le pense. D'accord. Hein, parce que c'est basé sur en fait, des tonnes de connaissances qui ont été intégrées. Tandis que là, on parle dans l'intelligence pure d'une mécanique, d'une façon de faire qui fait qu'on va pouvoir trouver des solutions même quand on part de pas grand-chose. Et alors, est-ce que sur un plan purement biologique, on peut dire que la pensée, c'est quelque chose qui serait une sorte d'algorithme électro-biochimique, comme dit Yuval Harari? Est-ce qu'on est dans quelque chose comme ça? Qu'est-ce que ça vous évoque, ce type de... Oui, je pense qu'il n'y a rien de magique. Enfin, en même temps, c'est extrêmement mystérieux et magnifique et encore largement inexploré, mais je ne pense pas que la pensée soit quelque chose de magique qui ne soit pas possible de réduire à de la mécanique. Donc je crois très fort qu'on peut décrire les algorithmes de la pensée et qu'on y arrive de plus en plus et que c'est magnifique quand on les découvre. Alors vous citez également Teilhard de Chardin, le magnifique philosophe et homme de science. Rien dans l'univers, dit-il, ne saurait résister à un nombre suffisamment grand d'intelligences groupées et organisées. Est-ce que l'intelligence, c'est d'abord de comprendre que le jeu est un nous? Oui, c'est la conclusion du livre. Vous savez, quand mon livre est sorti, ça s'appelle Super Collectif, c'est sur l'intelligence collective, etc. Il s'est retrouvé directement dans l'espace santé et développement personnel de la FNAC, à côté de S'il te plaît, aide-moi à vivre, et 12 étapes pour sortir de ma dépression, etc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que mon livre sur l'intelligence collective fait dans le développement personnel? Et en fait, à force de faire des conférences autour du livre toute l'année dernière, je me suis rendu compte que je retombais toujours sur la même conclusion, parce que j'essaie que la conférence soit utile aux gens, qu'ils en tirent quelque chose. Et la conclusion à laquelle j'arrivais systématiquement, c'est que la seule façon de devenir plus intelligent, soi-même, d'augmenter son propre QI aujourd'hui, c'est pas de faire une cure de sudoku ou d'avaler beaucoup de guronzan, c'est d'utiliser le mieux possible l'intelligence des autres qui sont autour de nous. Donc d'utiliser tout son cerveau et aussi d'emprunter au maximum les cerveaux des autres. Et justement, vous dites la super intelligence, c'est penser comme plusieurs et arriver à penser comme les autres, du coup, c'est développer l'empathie. Est-ce que c'est pas ça le mot-clé aussi important? C'est de développer son empathie? Absolument. On se rend compte que dans les groupes qui fonctionnent, on peut mesurer, vous savez, l'intelligence d'un groupe. Aujourd'hui, on sait, donc on fait passer des tests de QI à des groupes plutôt qu'à des individus, et on arrive à mesurer l'intelligence du groupe, qui est aussi tangible et mesurable que l'intelligence individuelle avec le QI. Ensuite, on se rend compte qu'il y a des groupes qui sont plus intelligents que d'autres. Et on peut regarder qu'est-ce qui fait qu'un groupe est plus intelligent qu'un autre. Et la première chose qui a été découverte, c'est les MIT et Carnegie Mellon qui ont fait ces études il y a 10 ans. Ils ont découvert que c'était la proportion de femmes qui était le plus important comme facteur dans le QI du groupe. Ce n'est pas la parité, hein, c'est plus il y en a, mieux c'est, en gros. C'est-à-dire que moins de 50%, le QI est inférieur à la moyenne. Plus de 50% de femmes dans le groupe, le QI est supérieur à la moyenne des groupes. Voilà. Alors, ils se sont dit, on ne peut pas en rester là, il doit y avoir quelque chose en dessous de ça. Et en dessous de ça, justement, il y avait deux choses essentielles. C'est que dans les groupes plus féminisés, il y a d'abord un meilleur partage du temps de parole. Ça ne sert à rien d'être en groupe si chacun ne peut pas s'exprimer. Donc ça, c'est un peu l'évidence. Et secondo, ça ne sert à rien de s'exprimer s'il n'y a pas une bonne qualité d'écoute de l'autre côté. Et c'est là où on retombe dans l'empathie. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité du groupe, c'est comme la qualité de l'Internet. Ça dépend de la bande passante entre les individus qui sont connectés au réseau. Que ce soit des ordinateurs avec 5G entre eux pour communiquer, ou que ce soit des cerveaux dans un groupe qui ont simplement besoin de se laisser la parole et de s'écouter quand ils parlent. Tout simplement. Donc cette qualité d'écoute, qui était plus grande dans les groupes féminins, est basée sur une meilleure capacité en moyenne des femmes à cette empathie, à cette capacité à se projeter dans le cerveau de l'autre.
Alors, on va revenir tout à l'heure justement sur de quoi se nourrit l'intelligence collective dont vous parlez dans le livre. Alors, on va reprendre peut-être un petit peu justement au début. Vous rappelez que le progrès de l'humanité a toujours été consécutif à la proximité physique entre les humains et à l'accélération des échanges permises par cette proximité. Mais, fait nouveau, en abolissant le temps et l'espace, le numérique vient effacer tout à coup les distances, il nous rend ubiquitaires d'une certaine manière. Quel effet de seuil ou de propriété émergente cette révolution du numérique amène de ce point de vue-là? Ça change tout, et ce n'est pas uniquement le numérique, hein, parce que la santé, par exemple, nous rapproche aussi les uns des autres en permettant à des gens plus vieux de coexister plus longtemps avec des gens plus jeunes, et donc d'avoir une meilleure transmission de connaissances qui dure elle-même plus longtemps. Donc c'est tout ce qui fait, y compris le numérique, qui permet à des cerveaux de se côtoyer plus longtemps et de façon plus intime, et en plus grand nombre. Et donc là, on est clairement en train de passer, à mon avis, une transition de phase. Et d'ailleurs, on le voit depuis les années 2000, c'est-à-dire l'avènement de l'Internet global, on se rend compte que la croissance, qui elle-même était largement accélérée depuis l'ère agricole, ensuite l'ère industrielle, est à nouveau en train de prendre un coup d'accélérateur qui fait qu'aujourd'hui, pendant l'ère industrielle, on doublait de la richesse mondiale en moyenne tous les 15 ans, hein, jusqu'à maintenant. Et maintenant, on accélère encore plus, on va doubler toutes les semaines bientôt. Ça va être un truc de dingue. Alors, effectivement, ce n'est pas que le numérique, mais néanmoins, le numérique comme outil est quand même pour beaucoup dans cette révolution. Le prospectiviste américain Stewart Brand dit que beaucoup de gens croient pouvoir changer la nature des personnes, mais ils perdent leur temps. On ne change pas la nature des personnes, je le cite. Hein. En revanche, on peut transformer les outils et les techniques qu'elles utilisent. C'est ainsi qu'on changera le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision qui est assez anthropologique finalement? Oui, c'est-à-dire qu'on est quand même basé sur un logiciel qui résulte de l'évolution et qui n'a pas beaucoup bougé depuis 10 000 ans, parce qu'il a été forgé sur des millions d'années. Et du coup, nous sommes otages de ce logiciel préhistorique. Mais nous sommes aussi extrêmement adaptatifs. Alors, si on nous fournit les outils qu'il faut, on est capable d'accélérer la machine dans le bon sens. Steve Jobs disait l'ordinateur, c'est une bicyclette pour l'esprit. Ça nous permet d'aller plus vite avec le même cerveau. Alors, vous dites, on va parcourir un petit peu le livre ensemble, mais bon, j'invite évidemment les gens à lire, parce que c'est énorme, hein, il y a beaucoup d'informations. Vous dites qu'une équipe de champions, ça ne fait pas une équipe de gagnants. Alors, ça peut paraître assez contre-intuitif quand on dit les choses comme ça. Pourquoi ça ne fait pas automatiquement une équipe de gagnants? Alors, quand on regarde on a tous vu les exemples avec l'équipe de France de football qui n'étaient pas forcément les meilleurs individus, les meilleurs champions individuels, mais qui, ensemble, arrivaient à faire équipe de façon à gagner. Et d'ailleurs, c'était tout le programme des entraîneurs, c'était d'arriver à forger une équipe qui ait suffisamment d'empathie, de compréhension, d'écoute des uns des autres pour gagner ensemble. Donc on retombe exactement sur ce qu'on disait tout à l'heure sur qu'est-ce qui fait qu'un groupe est intelligent. C'est principalement sur l'intelligence émotionnelle et l'empathie des uns vers les autres, de chacun, que se bâtit l'intelligence rationnelle du groupe ou la capacité de l'équipe à gagner. Et alors vous citez un exemple qu'on connaît tous bien. Le président américain s'est publiquement vanté non seulement d'être lui-même un génie, mais aussi d'avoir recruté des ministres. Très stable. Oui, tout à fait. Mais aussi d'avoir recruté des ministres dont la somme des QI était largement supérieure à celle de tous les gouvernements américains précédents. Ce gouvernement se révéla si dysfonctionnel qu'un quart des ministres présumés géniaux n'en faisaient plus partie un an plus tard. Effectivement, belle démonstration de ce que vous venez de dire. Mais est-ce que parier sur l'intelligence collective, on va venir un plus sur l'intelligence collective, est-ce que parier sur l'intelligence collective en temps de crise, comme actuellement, et de colère sociale, c'est pas un peu courir le risque aussi de donner la victoire au populisme? Non, il y a une grosse différence entre intelligence collective et populisme. Le populisme, c'est un vaste sujet, mais ce sont surtout des gens qui se revendiquent de individuellement représenter l'ensemble du peuple. C'est ça un populiste. C'est quelqu'un qui dit le peuple c'est moi. Je sais ce que le peuple veut, vous ne faites pas partie du peuple, etc. Il se trouve qu'on fait tous partie du peuple. C'est ça qui définit le peuple, c'est qu'on en fait tous partie.
Donc l'intelligence collective, c'est autre chose. C'est pas le mot-clé, si vous voulez, c'est intelligence. Et l'intelligence collective, c'est une intelligence artificielle, dans le sens où elle dépend de deux choses. Elle dépend évidemment du nombre, et plus on est fort. Hein. Le nombre fait la force, c'est bien connu. Mais si on n'organise pas ce nombre, et c'est ce que disait Teilhard de Chardin dans sa citation que vous avez donnée tout à l'heure, grouper et organiser. Nos intelligences groupées et organisées. Si on n'organise pas le nombre, à ce moment-là, non seulement il n'atteint pas son potentiel, mais il peut complètement dérailler. Et donc tout dépend de la qualité de l'algorithme qu'on met en place pour extraire l'intelligence collective de l'ensemble des intelligences individuelles. Et il y a beaucoup de façons de faire ça très très mal, et il y a quelques façons de faire ça très bien. Et tout le livre porte justement sur qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, que c'est la science aujourd'hui de l'organisation d'une intelligence collective pour qu'elle devienne, enfin, d'un collectif pour qu'il devienne intelligent. Et là, donc effectivement, il y a un long chapitre sur presque la recette, si je puis dire, de ce que vous venez de dire. Alors, on va essayer de passer un peu en revue rapidement justement de quoi se nourrit, comme je disais tout à l'heure, l'intelligence collective. Et une fois de plus, c'est vraiment un fil que vous déroulez qui est absolument passionnant, et on va de découverte en découverte sur ce qu'on croyait être l'intelligence collective, et non, il y a plein de facettes. Alors, vous avez dit, par exemple, tout à l'heure que la parité joue un rôle important, la place des femmes dans l'intelligence collective, la qualité du réseau, que vous avez cité également, la sagesse des foules, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots, qui est un concept aussi important dans ce champ-là? La sagesse des foules, c'est un concept. Si vous entendez parler de crowdsourcing, de crowd working, de crowd machin, de crowd truc, etc., donc de crowd financing, etc., c'est à cause de ce livre qui est sorti en 2004, s'appelle Sagesse des foules, en anglais Wisdom of Crowds, qui était le premier à faire une espèce de tour très vulgarisé de qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la sagesse du collectif, de l'intelligence d'un collectif. Et d'ailleurs, un des premiers exemples qu'il prenait dans son livre, c'était ce qu'on faisait à l'époque, qui était les marchés prédictifs. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais ce qu'on sait d'un collectif, c'est qu'il faut énormément de diversité. Donc ça prend un peu à revers tout ce qu'on croyait savoir sur qu'est-ce qui va faire qu'un groupe est intelligent. On se dit souvent, quand on rentre en réunion, il faut qu'à la fin, on ait le consensus. D'ailleurs, l'Europe est bâtie là-dessus. On ne prend pas de décision s'il n'y a pas de consensus. Or, il se trouve que le plus important, et c'est ce que je vous ai apporté là, une slide avec le théorème de la diversité, qu'on peut peut-être mettre à l'écran. Je ne sais pas si on peut la voir. Oui, On va la passer. Une équation extrêmement importante. Merci, que j'ai eu Jonathan. le grand tort d'accepter quand Fayard m'a dit tu n'as pas le droit de mettre une équation comme ça dans un livre au milieu de la page, mais tu peux la mettre en bas de page, dans la note de bas de page. C'est donc la page 57 du livre. C'est donc la page 57, et alors j'ai eu la faiblesse de suivre cette recommandation, mais en fait cette équation est tellement fondamentale, elle est tellement magnifique, et c'est important de savoir que la diversité, le pouvoir de la diversité est quelque chose de mathématique. C'est pas quelque chose de sympathique, c'est pas quelque chose de philosophique ou de moralement important de faire la bonne part à la diversité. C'est pas un impératif moral, c'est une vérité mathématique. Alors cette équation, je la mets souvent dans mes présentations, dans mes conférences, pour faire peur à tout le monde, et je la mets à l'écran pour faire peur à tout le monde, mais elle dit quelque chose de fondamental. Elle dit que l'intelligence d'un groupe dépend évidemment de deux choses. Un, c'est évident, c'est l'intelligence de chacun dans le groupe, mais deuxièmement, et ça c'est pas intuitif, elle dépend de la divergence des opinions dans le groupe. La diversité. Moins on est d'accord, la diversité des opinions. Moins on est d'accord, plus il y a de différences qui s'expriment et plus il y a de chances que le groupe en sorte plus intelligent. Et ce n'est pas une question d'expertise, c'est une question de diversité. Enfin, ou est-ce que c'est les deux? Alors c'est les deux, c'est-à-dire que quand il y a un terme de l'équation qui dit c'est l'intelligence de chacun, donc ça c'est l'expertise de chacun. Donc plus on augmente l'expertise, plus on augmente l'intelligence du groupe, mais aussi plus on augmente la diversité des opinions, plus on augmente l'intelligence du groupe. Donc en fait, quand on manque d'expertise, on peut augmenter la diversité pour compenser ce manque d'expertise. Parce que l'expertise, c'est les fameux champions dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que il vaut
il y a un truc qui est très important dans ce qui fait qu'un groupe est intelligent, c'est que c'est presque plus important d'avoir quelqu'un de très intelligent dans le groupe que d'avoir des gens qui en moyenne sont intelligents. C'est plus important d'avoir un super champion dans une équipe que d'avoir des tas de gens pas mal. Mais si on a la diversité des opinions, la diversité des talents, à ce moment-là, on peut assembler une équipe où chacun compense les faiblesses de chacun des autres et où la somme est beaucoup plus grande que les individus eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est les deux qui comptent. Si on assemble une équipe de gens qui sont tous pareils, Oui. de tous Ronaldo, ça ne sert à rien, parce qu'ils sont tous Ronaldo, justement. Mais si on assemble des équipes où chacun est spécialiste comme un commando de sa propre tâche, à ce moment-là, il peut combler les faiblesses et les biais des autres. Donc Cynthia Fleury a raison quand elle dit qu'il faut rendre les gens plus capacitaires, parce que c'est comme ça qu'on va les rendre plus autonomes, plus dans l'individuation, et donc et on va créer de la diversité. Il faut une école Exactement. de la capacitation. Il faut que chacun soit le plus possible soi-même, voilà. et le moins possible sujet au conformisme et entraîné vers l'idée d'être pareil que les autres ou d'être d'accord avec les autres. Quand on fait une élection, les élections, c'est magnifique parce que c'est justement un processus d'intelligence collective. En général, on arrive quand même à quelque chose de pas complètement idiot à la fin, où on est encouragé à ne pas être d'accord du tout, les uns avec les autres. La seule chose sur laquelle on est d'accord, c'est qu'à la fin, on vote et celui qui gagne a gagné. Mais on n'est pas censé arriver à la fin de l'élection, le jour du vote, avec un consensus où on est tous d'accord que c'est lui ou elle le meilleur. Donc c'est très différent. Et d'ailleurs, pour rebondir encore sur Cynthia Fleury, dont on a vu un extrait tout à l'heure, elle était venue parler également de l'université des patients experts, qui est un projet absolument formidable. L'idée étant de dire que des gens qui ont une pathologie et qui ont voulu tout savoir sur leur pathologie, et Dieu sait qu'on peut comprendre, du coup, certains deviennent plus experts que des médecins eux-mêmes. Il y a même des diplômes aujourd'hui qui sont donnés, et que finalement, cette université des patients experts permet d'accompagner tout le processus justement de guérison et d'accompagner y compris les soignants, quoi. Est-ce que cette notion de individu expert, et derrière individu, on peut mettre des malades, on peut mettre des citoyens, on peut mettre ce qu'on veut, est-ce que cette notion-là, c'est quelque chose qui, vous pensez, va monter justement avec cette notion d'intelligence collective? Bien sûr, puisque l'intelligence collective, l'intelligence de tout le monde, dépend de l'intelligence de chacun et de l'individualité de chacun. C'est-à-dire le groupe n'est jamais aussi intelligent collectivement que quand chacun est le plus informé et réfléchit de la façon la plus indépendante possible. Et l'émulation peut jouer, vous pensez, par le réseau, quoi, ça peut... Alors, le réseau peut être très dangereux. Malheureusement, aujourd'hui, les réseaux qu'on nous offre, notamment Facebook ou autres, ont plutôt tendance à nous enfermer dans des bulles et nous entraîner vers le conformisme. Ils ne confrontent pas aux opinions qu'on n'a pas envie de voir. Oui. Dans les études qu'on a pu faire, on s'est rendu compte que les gens qui étaient les plus performants, c'était ceux qui, justement, avaient cette appétence pour les avis de ceux qui allaient leur porter la contradiction. Absolument. Ouais. Alors, on va passer sur un autre sujet qui est également dans le livre. Est-ce que l'intelligence artificielle et le cerveau sont comparables en termes de fonctionnement? Vous allez bien entendu me dire non, mais aujourd'hui, on voit bien que plein de gens travaillent sur des notions de réseau de neurones. On entend beaucoup parler du cerveau modélisé, numérisé. Est-ce que vous pouvez dire, évidemment, en quelques mots, pourquoi ce n'est pas la même chose, quoi? Il y a plein de raisons pour lesquelles ce n'est pas la même chose, mais c'est de plus en plus la même chose. Ah. Il y a plein de façons différentes de faire de l'intelligence artificielle. Comme il y a plein de façons de construire un avion. On peut construire un avion, au début, ça ressemblait à des oiseaux. Le premier avion de Clément Ader, là, notamment, ça ressemblait plutôt à une chauve-souris d'ailleurs. Enfin bon, c'était basé sur une approche biologique, on essayait de répliquer ce qui existait dans la nature. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était plus efficace de faire des Boeing, ou, quand j'étais petit, on appelait ça des caravelles, désolé d'utiliser le mot Boeing, des Boeing ou des Airbus, enfin des gros avions qui n'ont plus rien à voir avec des oiseaux, et qui d'ailleurs n'ont plus les mêmes fonctionnalités que les oiseaux. Le seul truc qu'ils ont en commun, c'est qu'ils arrivent à voler.
Mais les oiseaux, ils n'ont pas besoin de piste d'atterrissage ni de décollage. Un avion ne peut pas se poser sur un arbre, etc. Donc ça a complètement divergé. L'intelligence artificielle, c'est la même chose. On peut faire des choses qui ressemblent à des Boeing, on peut faire des choses qui ressemblent à des oiseaux. Dans les études que j'ai faites, moi, on s'intéressait plutôt à essayer de construire des oiseaux, de comprendre comment le cerveau marche en faisant des intelligences artificielles qui essayent de simuler l'intelligence humaine. Et puis on peut aussi se dire, on n'a pas besoin de tout ça, on ne va pas s'embarrasser, on a besoin de résoudre un problème spécifique qui est de reconnaître un visage caché de différentes façons à très très grande échelle avec des millions de caméras. Et à ce moment-là, on va utiliser un programme qui n'est pas du tout le même que celui qu'on utilise nous dans nos cerveaux. Donc il y a plein de façons de faire différentes. Il y a une chose que toutes les formes d'intelligence les plus performantes ont tout en commun, que ce soit un cerveau, que ce soit un réseau de neurones ultra performant qui gagne au Go, ou que ce soit, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme forme d'intelligence naturelle, artificielle, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Émotionnel, éventuellement. Ouais. Bien, toutes ces formes d'intelligence, collective, bien sûr. Oui. Toutes ces formes d'intelligence ont une chose en commun, c'est qu'elles reposent toutes sur les principes de l'intelligence collective. Le cerveau, c'est 100 milliards, enfin 80 à 100 milliards de neurones pas tellement intelligents qui, en réseau, les uns avec les autres, en sachant collaborer, en étant correctement organisés les uns par rapport aux autres, arrivent à faire de l'intelligence. Un réseau de neurones tout seul ne résout en général rien. Quand le problème est suffisamment complexe, la façon dont on y arrive, c'est en faisant des ensembles de réseaux de neurones qui chacun trouve des solutions différentes au même problème complexe, c'est-à-dire trouve à regarder le même problème d'une façon différente. Ensuite, on combine ça et ça fait une intelligence artificielle collective. D'accord. Alors justement, on va passer en revue rapidement ces paliers d'intelligence artificielle que vous racontez dans le livre. Ça démarre avec Deep Blue contre Kasparov. Alors, c'est un truc mais absolument incroyable parce que tout le monde disait ça, jamais on pourra battre un champion d'échecs avec une intelligence artificielle. Et là, il se passe deux trucs totalement contradictoires. Un, on y arrive, il y a une victoire, mais c'est une impasse. Ouais. Pourquoi ? C'est une impasse parce que c'était de la force brute. Et la force brute, ça ne sert qu'à résoudre des problèmes extrêmement restreints, avec des règles très précises, dans des cadres très bien définis. Et dès qu'on va dans le monde réel, on n'est plus sur un échiquier, on est sur quelque chose de flou, de mal défini, où il y a la moitié ou plus que la moitié, 90% des datas qui manquent. Enfin, donc, on n'a pas ce qu'il faut pour simplement lancer une machine. C'est comme si vous lanciez une Formule 1 dans Paris. Voilà. Formule 1 dans Paris qui va aussi vite que sur un circuit, ça ne marche pas. La Formule 1, elle est faite pour tourner autour du circuit et Deep Blue était fait pour tourner autour d'un échiquier. La puissance ne fait pas l'intelligence, quoi, en gros. Non, ça ne suffit pas. Ça suffit à résoudre un problème très facilement, mais on ne peut plus l'utiliser pour résoudre autre chose. C'est trop spécifique. Alors là, Oura Watson d'IBM arrive et gagne au jeu de Jeopardy en 2011. Alors pourquoi c'est un nouveau palier incroyable qui arrive ? D'abord, il gagne, il est en direct à la télé, comme nous. Et donc cet ordinateur, cette intelligence artificielle, gagne en direct à la télé devant les deux plus grands champions de Jeopardy du monde, de l'histoire du jeu. Mais non seulement il les bat, mais il les bat à plat de couture, quoi, en répondant à des questions de culture générale. Donc ça fait appel à des bases de données géantes, ça fait appel à une compréhension du langage extrêmement sophistiquée, parce qu'en plus dans le jeu c'est compliqué. Il ne suffit pas de donner une réponse à une question, il faut trouver la question qui correspond à la réponse qu'on vous a donnée. Donc c'est un truc complètement alambiqué qui fait que c'est un problème d'intelligence artificielle énorme. Et la façon dont ils ont réussi à le résoudre, c'est justement en ne faisant pas un algorithme qui arrive à résoudre le problème, c'est en faisant des centaines d'algorithmes qui chacun essaye de résoudre le problème et qui ensuite prennent un vote pour essayer de trouver la bonne réponse ensemble. C'est ce qu'on appelle les algorithmes antagonistes, c'est ça, ou enfin non, compétitifs? C'est des ensembles d'algorithmes qui, chacun dans son coin, analyse le problème et avec un angle particulier, avec une compétence particulière, une spécialisation, si vous voulez, et qui arrive et qui a une réponse imparfaite. Mais
quand chacun a une réponse imparfaite, mais a une partie de la bonne réponse, à ce moment-là, les parties de la bonne réponse s'emboîtent comme des pièces d'un puzzle et les erreurs de chacun s'annulent les unes les autres. Alors, on continue. AlphaGo arrive en 2017, AlphaGo de Google, et gagne contre le champion de Go. Là encore, c'est un Everest qui est vaincu. On pensait que ça serait impossible. Je crois qu'on dit qu'il y a autant de combinaisons dans le jeu de Go que d'atomes dans l'univers. Pourquoi ça a été possible cette fois-ci? Qu'est-ce qui a été le nouveau palier On a découvert des algorithmes de réseaux de neurones qui arrivaient à être extrêmement efficaces. Et c'est notamment une découverte de chercheurs français comme Yann Lequin, de chercheurs américains, canadiens plutôt, enfin anglais, travaillant au Canada, Geoff Hinton, qui, pendant 30 ans, Geoff Hinton m'a donné des cours dans les années 80, je me souviens très bien, et 30 ans après avoir traversé le désert, ils ont enfin découvert la façon dont les algorithmes permettaient au réseau de neurones d'apprendre et de trouver des solutions très complexes à des problèmes d'une grande complexité, parce qu'ils avaient énormément de data. Alors c'est un palier formidable parce que AlphaGo 0, comme son nom l'indique, oui. L'important, le mot-clé là, c'est 0, Ouais. C'est que AlphaGo 0 part de rien du tout. Il apprend tout seul. Ouais. Au lieu de regarder toutes les parties de Go qui ont été jouées par tous les humains et d'entraîner son réseau avec ça, il démarre de rien du tout, il ne connaît que les règles du Go, et il joue contre lui-même des millions de parties, et il réapprend le Go tout seul, au point de dépasser toutes les connaissances accumulées par tous les joueurs de Go depuis des milliers d'années dans l'humanité. Donc là, on est passé à un palier différent, où effectivement, on a une machine toute seule, à partir de rien, sans faire appel à la connaissance humaine, est arrivé à dépasser la connaissance humaine. C'est une sacrée claque quand même, là, effectivement. Et alors, j'ai entendu dire, vous allez me corriger si ce n'est pas scientifiquement prouvé, mais j'ai entendu dire que bon, ces jeux dont on vient de parler sont des jeux qui sont à découvert. On voit la position de l'adversaire, et qu'une intelligence artificielle aurait également gagné contre des champions de poker, où là, on est dans un jeu qui est donc masqué, et même où il faut mentir, où il faut feinter, et où donc l'intelligence artificielle aurait été amenée non seulement à gagner, mais en trichant. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça, c'est... Vous avez entendu parler de ça? Pas en trichant, mais en découvrant les patterns qui permettent de voir si quelqu'un va bluffer ou pas, ou si quelqu'un est en train de bluffer. Ça arrive à découvrir un peu des comportements humains difficiles à détecter par nous-mêmes, hein, surtout quand les gens mettent des lunettes noires, mais que les machines arrivent à percevoir dans des signaux très faibles que nous, on n'arrive pas à voir. Alors le coup d'après, c'est quoi? Vous allez peut-être me dire, c'est les marchés prédictifs, enfin c'est toutes ces avancées sur lesquelles vous travaillez. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Alors les marchés prédictifs, c'est passionnant parce que, comme vous dirait Yann Lequin, qui a donc inventé les algorithmes de deep learning, etc., qui a les mains dans le cambouis de l'intelligence toute la journée, il va vous dire que l'essence même de l'intelligence, c'est d'abord de faire de la prévision. Et de fait, quand on doit être intelligent, on doit prendre des bonnes décisions, et pour faire une bonne décision, on est obligé de faire une prévision des effets de nos décisions, parce que sinon, on ne peut pas prendre la bonne. Et cette prévision doit être bonne. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on se rend compte que dans la plupart des affaires humaines, la meilleure façon de faire des prévisions, c'est de faire appel à des collectifs, et pas n'importe comment, en les faisant parier les uns contre les autres. C'est en prenant des multitudes de gens qui chacun ont une connaissance imparfaite du sujet, mais qui, en pariant les uns contre les autres, sont capables de faire des prévisions qui sont les meilleures du monde sur le sujet. C'est-à-dire qu'ils sont meilleurs que les experts individuels, qui sont meilleurs que les big data et les algorithmes, qui sont meilleurs que l'intelligence artificielle, etc. Qui sont meilleurs que les professionnels même qui sont en charge de faire ça. Donc on a fait beaucoup d'études dans les 10 dernières années avec les agences de renseignement américaines qui se passionnent pour ce qu'on appelle dorénavant la sagesse des foules, qui est cette capacité des grands collectifs à ensemble faire des prévisions qui s'avèrent justes. Alors, on a regardé depuis une dizaine d'années des dizaines de milliers de personnes à qui on a posé des centaines et des centaines de questions
sur qu'est-ce qui va se passer à droite, à gauche autour du monde, toutes les questions que la CIA pourrait se poser sur qu'est-ce qui va arriver à droite et à gauche dans le monde. On s'est rendu compte que non seulement des collectifs d'amateurs qui lisent le journal, des gens comme vous et moi, qui ne sont pas payés pour ça, qui ont une connaissance générale, chacun a une connaissance individuelle partielle, mais tous ensemble, et surtout quand ils sont en train de parier, parce que le pari excite les zones du raisonnement dans le cerveau, quand ils sont en train de parier, sont capables de faire aussi bien que des analystes professionnels des agences de renseignement. Non seulement ça, mais qu'à l'intérieur de ces multitudes de parieurs, il y en a évidemment qui sont un peu meilleurs que d'autres. Et ceux-là, on arrive très bien à les identifier, il y en a environ 2%, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ceux-là, ils sont très très bons en prévision, non pas parce qu'ils en savent plus que les autres, mais parce qu'ils ont une façon de penser différente, très spéciale. Et cette façon de penser très spéciale, elle repose essentiellement sur ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit active. Alors, qui n'est pas ouvert d'esprit sur ce plateau, dans l'audience? Tout le monde est ouvert d'esprit. Mais le mot-clé, c'est actif. C'est-à-dire ce sont des gens qui vont activement chercher la contradiction parce qu'ils savent intimement, intuitivement, qu'ils ne savent pas tout. Donc c'est les contraires des experts qui croient tout savoir. Ce sont des gens qui ont une grande humilité, qui adorent se faire porter à la contradiction, qui adorent trouver des gens qui vont leur dire qu'ils ont tout faux, ce que la plupart d'entre nous ne supportent pas, ou en tout cas ne trouvent pas agréable. Et ce sont ces gens-là, cette ouverture d'esprit active, qui vont le mieux employer l'intelligence des autres pour combler leurs lacunes et du coup être capables de faire les prévisions les plus informées. Et ceux-là, quand on les met ensemble dans des petits groupes, on se rend compte qu'ils font non seulement aussi bien que les analystes professionnels de la CIA, mais ils font 30% mieux. Donc, c'est réellement cette façon de penser qui fait qu'on est capable d'être les meilleurs prévisionnistes, à la fois collectivement en utilisant l'intelligence de tous et individuellement en utilisant l'intelligence de ceux qu'on a autour. Et juste... Une toute dernière question. Oui, pour aller finalement un peu au bout de ça, là on est un peu dans une forme de la prévision, l'anticipation, c'est une forme de GPS humain. Est-ce qu'on arrivera un jour à domestiquer le hasard ou est-ce que ça s'arrête? Où est la ligne infranchissable? Ou peut-être il y aura un effet de seuil à un moment donné si tout le monde se met à faire du super collectif. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors c'est passionnant parce que quand on regarde, justement, la question qu'on a, c'est est-ce que les prévisions du collectif sont fiables? Comment est-ce qu'on sait qu'elles sont fiables, etc. On se rend compte que le collectif est capable de nous donner des probabilités. Est-ce que quelque chose va se passer ou non? Il ne va jamais vous dire oui ou non. Il va vous dire il y a une probabilité de 10%, 30%, 50%, 90%, etc. Et il y a une grande différence. Quelque chose qui a 90% de chance de se passer a aussi 10% de chance de ne pas se passer. Quelque chose qui a 20% de chance de se passer seulement a quand même une chance sur 5 d'arriver. Donc une fois sur 5, ça doit arriver. Et on se rend compte que les collectifs, à travers ces plateformes, dont nous on en distribue pas mal dans les entreprises, pour justement permettre de faire des prévisions collectives très fiables, on se rend compte que quand on regarde la correspondance entre les probabilités données par les collectifs et la fréquence de ce qui se passe dans le monde réel, il y a une correspondance quasiment parfaite. C'est-à-dire qu'on prend tous les événements prévus, disons à 20% de chances d'arriver, il y en a 20% qui se réalisent. On prend tous les événements prévus à 80%, il y en a 80% qui se réalisent. Donc il y a une correspondance parfaite, il y a une capacité incroyable du collectif à discerner le champ de probabilité du futur. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire une chose, c'est-à-dire que le futur est effectivement probabiliste. Les choses peuvent arriver ou ne pas arriver. C'est comme de la mécanique quantique, mais à grande échelle, si vous voulez. Et le collectif est capable de voir ce champ de probabilité. On est capable de véritablement le déterminer. Ça ne veut pas dire qu'on sait ce qui va se passer, mais on peut connaître les probabilités de ce qui va se passer. Il est 20h20, Niels, je vais devoir t'interrompre, mais sinon ça peut durer des heures, on le sait bien. Je vais demander à Laura Plisson de nous rejoindre en plateau. Elle va nous rejoindre. Merci à Jérémy qui nous apporte une chaise. Laura, bonsoir. Bonsoir.
Laura, vous avez fait une rencontre, vous voulez nous en parler. Tout à fait. Et vous avez 5 minutes. Et j'ai 5 C'est minutes, bien, top ça. chrono. Alors, j'ai effectivement... Bonsoir, tout d'abord. Je ne me suis même pas présentée, Laura Plisson, enchantée. Alors oui, j'ai effectivement fait la rencontre de Léa Ducré. Léa Ducré, qui est une journaliste et autrice qui a créé un projet qui s'appelle Elisa. Alors, on va en parler. Donc, Léa Ducré, elle est donc autrice, journaliste. Elle a obtenu le prix du Monde diplomatique pour une enquête sur les alternatives à la prison en 2014, à la suite de son master de journalisme à Sciences Po Grenoble. Elle a également écrit des synopsis et des scénarios pour des documentaires comme Born to Survive pour Arte et Data Girl pour France Télévisions, qui est une très bonne série de documentaires, mais aussi plus récemment pour la bande dessinée. Elle conçoit à présent et encadre des projets et des expériences utilisateurs élégantes et réactives au service de la narration et de l'information. Alors, j'ai choisi de poser 4 questions à Léa, du coup, autour de son projet Elisa, qui a été financé par Ciné TV Productions. La première, c'était comment lui est venue l'idée du projet Elisa. Alors, le projet Elisa, tout d'abord, c'est un projet d'intelligence artificielle, en fait, artistique, qui se conçoit sous la forme d'un coach amoureux. C'est-à-dire que la personne va interagir avec cette application et au bout d'un moment, il va se passer quelque chose qui va faire que la personne va se demander si elle n'est pas en train de tomber amoureuse de l'application et s'il ne se passe pas quelque chose d'un peu ambigu. Donc la première question, c'est comment lui est venue cette idée. Et alors, elle m'a dit qu'en fait, c'était venu il y a quelques années. Elle avait demandé à Siri de l'appeler par un surnom. Et il se trouve que Siri n'a pas réussi à répondre correctement à sa réponse et qu'elle a fini par lui répondre « Tu t'appelles la plus jolie, plus jolie ». Et le pire, c'est qu'elle a dit en le disant mal, en disant « la plus jolie, plus jolie ». Il se trouve que cette façon que l'application lui répondre l'a touchée, ça l'a fait sourire et ça l'amenait en fait à garder ce surnom de la part de l'assistant vocal. Alors, elle a beau savoir qu'il s'agit d'un assistant programmé pour répondre à ses attentes et qu'elle ne fait que lui donner des ordres, elle se borne un peu à voir dans l'application une forme de singularité, comme s'il pouvait se comporter autrement que de façon algorithmique avec elle. Ce sont ses attentes à l'égard de cette voix qui lui ont fait comprendre que les projections que suscite l'intelligence artificielle sont parfois plus puissantes que les fonctionnalités réelles de ladite intelligence. L'IA, parce qu'elle représente encore tous les possibles, exalte nos imaginaires de science-fiction et abreuve nos petites personnes de nombreux espoirs. C'est là en fait tout l'enjeu d'Elisa pour sa conceptrice, jouer de nos attentes et faire le récit de nos fantasmes. Alors la deuxième question était pourquoi avoir attribué une voix et un nom féminin plutôt que masculin à l'interface vocale. Parce que c'est vrai que la plupart des interfaces vocaux aujourd'hui sont féminins. Cortana, Alexa, Google Home, ce n'est que des noms de femmes à l'exception de Siri. Alors elle m'a dit que c'est parce qu'il s'agissait d'une référence à une découverte des années 1960 qu'on appelle depuis l'effet Elisa. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de la découverte d'un chercheur nommé Joseph Weizenbaum, j'espère que je le prononce correctement, qui a conçu et programmé Elisa, qui simulait une psychothérapeute. Le programme analyse des phrases de l'interlocuteur et à partir de leur structure grammaticale, va essayer de constituer une réponse. Et il se trouve que quand la conception du chercheur ne comprend pas, elle répond simplement « je comprends ». Alors, à l'époque, beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices se sont pris au jeu en se confiant beaucoup à la machine et certains sont devenus de plus en plus dépendants émotionnellement de leur relation avec elle. C'est d'ailleurs ce qui a fait dire à Léa que nous oserons tous nous confier à Elisa. Pour autant, au départ, 2 voix étaient envisagées pour l'application, une masculine et une féminine, mais Léa et son équipe ont décidé de ne garder que la féminine pour ne pas avoir à utiliser une voix 100% synthétique. Au final, la voix d'Elisa sera hybride. Elle sera parfois synthétique, et, comme les assistants classiques, et parfois beaucoup plus humaine. Elle va donc travailler avec une comédienne afin de construire cette voix, notamment pour les moments plus scriptés, donc plus humanisés de la fiction. Alors, cet assemblage de voix naturelles et de voix synthétiques devra soutenir l'ambiguïté d'Elisa, en alternant les 2 types de voix, mais pour des raisons un peu triviales de budget, il n'est possible de travailler qu'avec une seule voix. Ils ont donc choisi de garder la voix d'Elisa, enfin du projet Elisa, de son genre. Et Elisa, en fait, existait de toute façon depuis un moment dans l'esprit de sa créatrice en tant qu'être virtuel, doué de sa propre personnalité, avec ses intonations, son rire et donc son genre. Ma 3e question a été de lui demander est-ce que l'application était pensée comme un miroir qui confronterait l'utilisateur à ses propres craintes et à ses propres espoirs ? Et en effet, elle veut d'abord mettre l'utilisateur ou l'utilisatrice face à son ambiguïté, face à l'intelligence artificielle. Ainsi, dans le scénario, l'interlocuteur finira par comprendre qu'Elisa n'est pas défaillante, mais qu'elle n'a eu le tort que de trop bien cerner les fantasmes de l'interlocuteur.
On la rêvait humaine, aimante, elle a comblé tous ses désirs. Parallèlement à ça, dans un second temps, Elisa philosophe plus généralement sur les relations amoureuses en amenant l'utilisateur à se questionner sur le désir, la jalousie et ses vulnérabilités. Ma dernière question a été de savoir qu'apportait la fiction par rapport au travail journalistique dont elle est issue, dans le rapport à la réalité et à la façon d'appréhender cette dernière. Alors d'après Léa, la fiction permet de nous remettre en question du point de vue de l'expérience, de façon presque épidermique. Le travail journalistique est important à l'heure où ces assistants personnels entrent dans nos salons, dans nos oreillettes, dans nos montres. Il est donc parfois même dans nos matelas. Il est donc essentiel d'enquêter sur la façon dont ils se nourrissent de nos données, sur les enjeux économiques qui les portent, sur leur impact écologique et tout ça. La fiction, de son côté, elle, permet un questionnement plus intime. À travers son projet, Léa voudrait parler de nos solitudes et de nos illusions, questionner notre peur d'être seule et notre volonté de croire à une autre forme d'intelligence. Elle voudrait que la personne qui utilise l'application sorte de cette expérience en regardant autrement les assistants qui l'entourent et en se posant des questions sur le rapport émotionnel qu'il ou elle noue avec ces machines. Merci Laura. Émile, à quoi ça vous a fait penser? Est-ce que vous voulez rebondir dessus? Oui, j'avais écrit il y a une vingtaine d'années un article sur... donc il n'y avait pas encore d'intelligence artificielle à l'époque, mais il y avait déjà des études très amusantes sur l'affect que l'on attribue à des ordinateurs tout simples, hein, à sa feuille Excel par exemple. Quand elle ne marche pas, on s'énerve. Hein, on s'énerve contre qui? On s'énerve contre la feuille Excel qui ne marche pas. Et en fait, il y avait toutes ces études qui étaient faites aussi à Stanford, hein, sur le fait qu'on attribue des qualités humaines, affectives, émotionnelles à des objets, et en particulier à l'ordinateur, parce que c'est quelque chose avec lequel on interagit de façon fort intime. Et donc l'histoire des voix aussi était très importante. Pourquoi est-ce qu'il y a une voix féminine dans les assistants personnels à la maison et une voix masculine sur mon GPS? C'est Apple dans les deux cas qui me fournit la chose. Mais pour me donner des directions dans la voiture, il vaut mieux que ce soit une voix masculine avec un peu d'autorité. On y croit plus que si c'était une voix douce et plus féminine. Voilà. Donc les chercheurs savent jouer de ça pour effectivement faire en sorte que notre cerveau préhistorique soit emmené dans la direction qu'ils veulent. Et particulièrement au Japon, hein, où en fait... il y a toute une culture autour de l'idée que les objets ont une âme, et donc ils sont naturellement assez en avance sur la robotique empathique, ils travaillent beaucoup là-dessus. Et alors, moi, ça me fait aussi penser à autre chose, si vous permettez, c'est que vous parlez de la peur d'être seul. Hein, compenser la peur. Et d'ailleurs, au Japon, c'est aussi ça. Hein, on développe des robots pour interagir avec des gens qui ne voient plus personne, etc. Bon. Et il me semble qu'on devrait plutôt travailler sur... D'ailleurs, on a raison d'avoir peur d'être seul. Hein. Quand on est tout seul, on meurt. On est les descendants, par l'évolution, de ceux qui ne voulaient pas être seuls. Parce que tout seul dans la savane, on ne dure pas 5 minutes. Hein. Même quand on est super intelligent. On ne peut pas être super intelligent tout seul. Et on est fait pour être ensemble. Et donc, c'est plus intéressant, quelque part, d'essayer de trouver des moyens de nous connecter mieux les uns aux autres, que d'essayer de nous connecter avec des fausses intelligences et des fausses empathies qui, en fait, n'ont rien de réel. Merci Émile, merci beaucoup Laura. Niels, je ne vous chasse pas, mais en même temps, on va changer de plateau. Émile, vous restez là. On va changer de plateau parce qu'on va on va aller explorer une nouvelle forme de coopérative, une nouvelle manière de voir l'économie. Il y a quelques années, dans cette émission aussi, on découvrait ce que le monde a appelé l'économie collaborative. Vous vous souvenez? Alors nous la parillions de toutes les vertus à l'époque. À l'époque, on parlait d'Uber, d'Airbnb, de Deliveroo, d'autres plateformes également. On avait l'impression de voir une rupture dans nos modèles arriver, un changement de paradigme, vous vous souvenez? Bref, c'était un petit peu comme si on vivait une sorte de plateformisation ou d'ubérisation heureuse quelque part. Alors petit à petit, on en est revenu, bien sûr. On s'est rapidement, mais pas si rapidement que ça, aperçu que tout reposait sur des artifices néolibéraux, ultra-libéraux, même qui consistaient à désarticuler le droit du travail, à ne pas payer d'impôts, à payer quasi pas, peu ou prou en tout cas, de cotisations sociales. Et récemment, il y a eu une déflagration. Récemment, pour la première fois en France, la plateforme Deliveroo a été condamnée au prud'homme, a été condamnée pour travail dissimulé.
La plateforme de livraison de repas va devoir payer 30 000 € à un coursier qui réclamait depuis 2016 une requalification de son statut qui était à l'époque juste une simple prestation de service pendant quelques années. Alors nous allons parler maintenant de cette économie nouvelle, d'une coopérative d'un nouveau genre. Et nous sommes très heureux de retrouver notre ami Charles-Antoine Bertonneau ce soir avec nous. Bonsoir Charlie. Bonsoir Éloi. Et Charlie, vous recevez Alexandre Segura qui a cofondé CopCycle. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Émile, vous allez être le témoin, l'observateur, mais vous ne devrez surtout pas vous empêcher de dialoguer et on poursuivra un petit peu ensemble ce dialogue autour d'une nouvelle manière de voir ce type de travail. Et puis, je pense qu'on va réfléchir très rapidement, mais réfléchir sur des nouvelles formes de contrats. Charlie. Alors, je vais, Alexandre Segura, vous présenter en quelques mots. Alors, vous êtes développeur web depuis un certain nombre d'années. En 2016, vous avez participé activement au mouvement contre la loi travail dite El Khomri et à Nuit debout. Et là, vous avez eu sans doute une sorte de choc ou de prise de conscience et le souhait d'avoir une activité qui fasse plus de sens pour vous. Vous intéressez aux plateformes numériques et sur les nouveaux modes de travail. Et vous avez cofondé donc CopCycle. Alors, est-ce qu'on prononce bien CopCycle ou CopCycle? Ça dépend, vous pouvez le prononcer comme vous voulez. Comme on veut. Alors, on va dire Cop. C'est juste de ne pas prononcer Cycle, c'est Cop de coopérative. Eh bien oui, parce que coopérative, donc Cop, Cycle ou CopCycle, c'est à la fois un logiciel de commande et de gestion de tournée de livraison, et à la fois aussi, c'est une fédération de coopératives de livraison à vélo. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit flashback, donc forcément en arrière, puisque c'est un flashback. Comment vous est venue cette idée ? Donc, comme vous avez très bien dit, ça prend sa source en 2016 pendant le mouvement contre la loi travail. Effectivement, alors il y a une petite connexion avec ce qu'on disait précédemment, parce que pendant le mouvement contre la loi travail, donc Nuit debout, il y a peut-être eu quand même pas mal de cerveaux qui se sont retrouvés tous ensemble donc, sur la place de la République et dans d'autres endroits en France. Et je sais pas, oui, effectivement, moi, j'ai toujours eu un sentiment de malaise vis-à-vis de la manière dont le monde tourne, mais sans avoir jamais eu envie de m'engager. Vraiment, Nuit debout, ça m'a donné envie de m'engager pour quelque chose, pour essayer de changer quelque chose. Et à mon petit niveau, quand on me demande moi ce que je fais dans la vie, je dis je fais des sites internet. En sachant faire des sites internet, essayer de faire quelque chose qui change. Et donc du coup, effectivement, mais sans trop savoir quoi faire à mon petit niveau. Et à l'été 2016, donc quelques mois après le mouvement contre la loi travail, il y a la start-up belge Take It Easy qui a fait faillite. Donc c'était une start-up. C'était un peu le pionnier on va dire Take It Easy, c'était un peu les pionniers dans ce domaine-là, c'est-à-dire la livraison de repas rapide dans les meilleurs restaurants du coin, avec un site web bien fait, une application bien foutue. Et voilà, et pas mal de livreurs et de livreuses dans toute l'Europe et de restaurants partenaires. Et donc à l'été 2016, ils ont brutalement fermé leurs portes, en gros sans prévenir personne à l'avance. Parce que en fait, donc comme un peu toutes les startups, ils avaient fait des levées de fonds auprès du capital risque. Et ils n'ont plus pu lever de fonds, comme ils étaient vraiment toujours dans un modèle économique qui ne gagnait pas d'argent. En gros, ils étaient tout le temps dans le rouge. Quand leurs investisseurs, ils ont arrêté d'injecter de l'argent dans la startup, elle a fermé immédiatement. Et donc moi, j'avais quelqu'un dans ma famille qui bossait pour eux, donc il m'a dit, qui était content au début de travailler pour eux, parce à l'époque, on pouvait gagner quand même pas mal d'argent, choisir quand même pas mal ses horaires, être assez libre par rapport à un travail étudiant par rapport à travailler chez McDonald's, c'était quand même vachement mieux. On gagnait mieux, on était sur un vélo toute la journée, c'était beaucoup plus valorisant et intéressant comme travail quand même. Et et moi, après je connais le milieu des startups pour avoir travaillé dedans. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'une start-up aussi. C'était vraiment. Ça avait l'air de bien marcher, ça avait l'air super, etc. Et comment ça se fait que ça ferme d'un coup comme ça? Et comment ça se fait qu'ils traitent les gens aussi de. J'avais pas trop bien compris au début la relation auto-entrepreneur vis-à-vis de la plateforme, et vraiment
voilà, mon ex-beau-frère, en gros, il a dit, ben voilà, moi j'ai plus de travail, ça y est, j'ai rien à... Et ils vont pas me payer les dernières semaines de travail que j'ai faites. Parce que j'ai pas de relation. En gros, je suis un simple partenaire, comme vous disiez avant, quoi. Parce Voilà. que l'idée de ces plateformes, donc, c'est de mettre en relation des Ouais. clients, alors là, en l'occurrence, en fait, la livraison en fait de repas à domicile des restaurants, et puis des livreurs qui sont indépendants, c'est ça, qui ne sont pas salariés. Alors, il semble que vous soyez, ce qu'on avait préparé cette émission, pas mal inspiré en fait des théories de pair à pair, des théories de bien commun. Ce que je vous propose, peut-être, c'est d'écouter un extrait d'une précédente émission avec Michel Bowens, qui était venu dans les rendez-vous du futur, pour nous parler en fait de cette structure de réseau informatique, le pair à pair, qui a donné lieu après en fait toute une théorie sur l'économie collaborative et bien au-delà. Ma croyance, si vous voulez, dans le pair à pair, c'est que ça crée un vrai mode de production, c'est-à-dire une nouvelle façon de créer de la valeur où les individus contribuent à un bien commun. Donc la valeur est déposée dans ce bien commun. Autour de ce bien commun qui est en abondance, il y a un marché qui se crée et qui peut être un marché éthique. Donc c'est les coopératives ouvertes dont je parlais il y a un instant. Et un État régulateur dont l'État partenaire. Et je crois que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les grands groupes capitalistes, ils comprennent la valeur de la coopération et donc ils investissent dedans. Mais je crois que le contrat social est vraiment vicié. C'est ça qui va faire avancer les choses. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, c'est vrai. Et ça vient de cet échange utilitaire. Donc on accepte Facebook parce que c'est gratuit. On accepte la surveillance parce qu'il y a des avantages tout à fait pragmatiques pour chacun. Mais le contrat social plus profond de notre société est en train d'être délité. Donc un extrait en fait de Michel Bowens qui était présent dans une précédente émission. Alors en quoi ces idées, ces théories autour du pair à pair ou des communs en fait vous ont influencé? Alors après moi ça m'a pas influencé Inspiré, à la base, non? mais genre Oui. en fait c'était plutôt parce que Copcycle c'est vraiment parti de une réaction, donc, comme j'ai fait un peu long tout à l'heure, comme je disais, en gros moi, face à ces plateformes, je me suis dit, voilà, ce qu'ils font, c'est pas non plus envoyer des fusées sur la Lune, c'est, voilà, il faut suivre un livreur, essayer de calculer qui est le plus à même de livrer quelque chose. C'est pas non plus de la rocket science, comme on dit. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de voir comment on peut cloner ce genre de truc, quoi. Je vais commencer par une appli, après, je vais avoir besoin d'une base de données, je vais avoir besoin de ci, de ça, de faire telle fonctionnalité. Et donc, j'ai commencé à le faire, moi, pour rigoler. Et après, effectivement, genre, par rapport à ce que disait Michel Bowens, très vite, j'ai voulu le mettre en open source, donc sous un format de code ouvert, parce que pour moi aussi, c'était une démarche. Ces plateformes, tout est basé sur l'algorithme. C'est l'algorithme qui décide de la rémunération, de qui va avoir du travail. En gros, c'est l'algorithme qui régule un genre de mini-marché du travail sur lequel plus personne n'a la main mise. Et en mettant un éventuel algorithme en open source, parce que bon, on n'a pas vraiment d'algorithme, peut-être on y reviendra plus tard, je me suis dit, voilà, en fait, la plateforme, ça ne devient plus une boîte noire, on ne sait pas à quoi ça fonctionne, enfin, quelqu'un qui peut au moins lire du code informatique peut à peu près se dire, ah oui, d'accord, ça marche comme ça fait comme ça. Donc, par rapport à ce qu'il dit Michel Bowens, je pense, moi, justement, le logiciel open source, c'est vraiment un des meilleurs exemples de production pair à pair, justement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens aux quatre coins de la planète qui contribuent dans leur cuisine en pyjama à des logiciels utilisés par après des grandes entreprises et qui sont vraiment les briques essentielles de tout l'Internet, de tout ce qu'on utilise tous les jours, c'est fait par quelque part peut-être des bénévoles aux quatre coins du monde, quoi. Alors, donc, ce logiciel, cette appli, on peut la trouver d'ailleurs sur nos smartphones, en fait. Elle est utilisée aujourd'hui dans plusieurs villes en France et en Europe. Alors, elle est utilisée par des grandes marques internationales, mais par des coopératives de livreurs, de livreurs à vélo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce fonctionnement local de coopératives de livreurs? Alors du coup, il y avait effectivement, moi à l'époque, je connaissais vraiment pas ce que c'était une coopérative. Enfin, pour moi, une coopérative, c'était vraiment quand il y a une usine qui ferme et c'est la possibilité pour les travailleurs de l'usine de reprendre leur usine et de la gérer eux-mêmes. Mais justement, à l'époque de Techti, il y avait un livreur, Jérôme Pimot, qui est un
militant pour les droits des livreurs sur ces aspects-là, qui disait voilà, nous, tant qu'on sera en auto-entrepreneur, donc c'est vraiment pour moi un des fondements de l'ubérisation de l'économie de plateforme, au-delà de la technologie, pour moi, c'est vraiment le recours au travail indépendant, quoi. Enfin, c'est vraiment c'est ça, en fait, ce qui les définit. Donc Jérôme Pimon, il disait tant qu'on sera en auto-entrepreneur, on ne pourra jamais décider. Il faut faire des coopératives, par exemple. C'est un vieil outil. Voilà. Et donc, du coup, moi, ça m'a plu. En gros, j'ai mis dans la licence, j'ai open source. Dans les logiciels open source, les droits d'auteur sont protégés par des licences. En gros, j'ai mis des clauses qui disent qu'il faut être une coopérative pour être. Enfin, tout le truc qui part de là, c'est-à-dire, c'est en gros verrouiller la forme sociale. Enfin, faut faire une entreprise qui a un but social autre que le profit, quoi. Et donc, du coup, effectivement, nous, on s'est dit que une activité de livraison, au final, c'est quelque chose qui concerne une ville, quoi. C'est pas, c'est le client, le restaurateur, le livreur, ils sont tous dans la même ville. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une grande multinationale américaine qui... En gros, nous, on fait plutôt du bas vers le haut que du haut vers le bas, quoi. En gros, s'il y a des gens dans quelque part qui veulent créer leur propre activité, s'organiser eux-mêmes, créer leur propre coopérative, où vraiment là, ils sont tous patrons, quoi. Enfin, contrairement à ce que Deliveroo vend, on dit vous serez votre propre patron, mais en fait, après, vous êtes quelque part l'esclave de l'algorithme. Et ben, nous, en fait, on vous fournit la technologie pour que vous puissiez créer votre propre entreprise locale, et elles sont toutes connectées ensemble en travers d'un réseau, quoi. Voilà, effectivement. Alors, elles sont organisées en coopérative. Et alors, vous-même, au sein de CopCycle, comment vous travaillez en groupe ou est-ce que c'est voilà, question bête, mais est-ce que c'est pyramidal ou alors au contraire, c'est plutôt horizontal et puis il y a des échanges sur des questions en fait, de bonnes pratiques, des questions juridiques, des questions de développement. Est-ce qu'en 2 mots, est-ce que vous pouvez me dire en fait, comment vous êtes organisé? C'est quand même vachement auto-organisé, quoi. Enfin, après, on a appris au fur et à mesure. On a avancé au fur et à mesure. Mais il y a quand même je pense qu'il y a quand même des choses qui sont venues justement du mouvement des places. Justement, en fait, c'est marrant parce qu'on a eu ce dont vous parliez au début sur le nombre de femmes et le fait de. On a la chance d'avoir quelques femmes, pas assez dans notre groupe. Et justement, sur la distribution de la parole, sur pas couper la parole, les hommes ont tendance à beaucoup couper la parole. On se rend compte quand on nous le dit. Enfin, quand quelqu'un vous le dit, non, tu viens de me couper la parole. On s'en rend compte. Et justement, on a essayé de construire ce genre-là en gros entre le projet militant et avec des techniques un peu militantes, on va dire, de tour de parole, etc. Mais aussi quand même pas mal de trucs qui viennent de l'entrepreneuriat. Après, c'est un mix de tout. En fait, on fait au fur et à mesure. On est un peu tous, évidemment, tous connectés avec tous les moyens de communication possibles. Et voilà. Mais après, en gros, on essaye comme vous disiez, on ne peut pas atteindre le consensus, mais on s'organise en petits groupes de travail sur les différents aspects qu'il y a. Mais il y a tout le monde qui peut venir dans n'importe quel groupe de toute façon, quoi. Enfin, il n'y a pas de Donc il y a spécialiste, quoi. L'outil, le logiciel ouvert avec certaines conditions d'utilisation et l'organisation en tant que telle aussi qui est ouverte. Merci Alexandre. Finalement, Émile, ça c'est les coopératives, c'est un bon atelier d'intelligence collective, finalement. L'intelligence collective nécessite qu'on coopère, ça c'est sûr. Ce qui est intéressant sur la question de l'auto-organisation, c'est que ça a quand même ses limites. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au final, il faut quand même que les choses soient un peu modulaires. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire des petits groupes. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange entre les groupes, un peu de mouvement, mais on a besoin quand même de responsabiliser certains groupes autour de certaines choses. Et on a besoin, dès qu'on attaque des systèmes un peu complexes, une échelle un peu plus grande, où au lieu d'être 20, on est 200, on est 2000, on est 20 000. À ce moment-là, on a quand même besoin de ce qu'on appelle vulgairement la pyramide, la hiérarchie. Hein. La hiérarchie n'est pas l'ennemi de l'intelligence. L'ennemi de l'intelligence, c'est le top-down. Ce n'est pas la hiérarchie elle-même. La hiérarchie donne une structure dans laquelle l'information peut circuler. Et le problème qu'on avait jusqu'à présent, c'est qu'il y avait très peu d'informations qui circulaient du bas vers le haut. Et vous parlez beaucoup justement de cette approche où ça commence par le bas et on s'organise à une échelle un peu plus petite, et ensuite on peut organiser des villes ensemble peut-être, et puis ensuite on peut organiser des nations ensemble, etc., et faire corps.
mais la hiérarchie n'est pas l'ennemi. Le consensus est l'ennemi. Et pas Nuit la debout, hiérarchie. c'était également une période, un temps fort. Alors à vivre, j'imagine que ça devait être ça. C'était, on refaisait un exercice d'intelligence collective chaque nuit. Et est-ce qu'on le remettait à zéro chaque jour et on le refaisait après? Comment ça se passait pour Après, se structurer surtout? Après, il y en a qui pourront dire que Nuit debout a échoué à faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire empêcher la loi de passer, quoi. Mais bon, j'ai l'impression maintenant les lois, elles passent quoi Elles passent quoi qu'il en soit, donc autant vivre les temps tels qu'ils sont. dans tous les cas. Mais après, ça a permis de, je pense, Nuit debout, enfin moi c'est comme ça que j'ai vu, ça a permis déjà à plein de gens de se rencontrer. Genre, et alors après, une fois qu'on s'est trouvé, il faut s'organiser et après on voit ce qu'on fait, quoi. Donc effectivement, peut-être on en a encore à l'étape de s'organiser, je sais pas, mais enfin en tout cas on avance, quoi. Voilà. Je pense qu'avec Nuit debout, comme avec les Gilets jaunes, on voit les limites de l'auto-organisation. C'est-à-dire que le grand intérêt, au final, de ces exercices qui n'ont pas véritablement abouti à quoi que ce soit parce qu'ils ont été empêchés par leur rejet, justement, de toute organisation. Il y avait des Gilets jaunes qui se revendiquaient en disant « notre force, c'est de refuser de s'organiser ». Et bien en fait, non, quand on refuse de s'organiser, on arrive à être fort, mais on n'arrive pas à être véritablement intelligent pour passer au deuxième niveau et avoir un grand impact politique, qui était le but quand même des Gilets jaunes et de Nuit debout. Mais le grand intérêt de Nuit debout, c'était justement d'inspirer des individus par cette proximité des cerveaux les uns avec les autres, tous au même moment, en train de réfléchir. Alors la réflexion n'aboutit pas, mais elle stimule des cerveaux individuels qui ensuite vont faire des trucs. Et la même chose pour les Gilets jaunes. Le grand intérêt, c'était aussi ces rencontres autour des ronds-points qui ont fait que des gens se sont redécouverts dans des communautés où chacun était redevenu des solitaires. Et là, ils se sont retrouvés, ils ont formé des communautés. Et au final, c'est ça qui a changé les choses, même si ça n'a pas bloqué les lois, comme vous dites. Là, ça me fait penser, alors c'est très rapide et on est vraiment en fin d'émission, mais vous avez tenté de vous lancer dans le bain de la politique à un moment. Alors c'était comme représentant des Français en Amérique du Nord. En Amérique du Nord. C'est ouais, ça. ouais. Rapidement, en quelques mots, l'expérience que vous en avez tirée, qu'est-ce qui fait que vous n'y replongeriez pas? Il faut choisir ce qu'on va faire dans la vie. On n'est pas doué pour tout. Ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était qu'il y a en Amérique du Nord 300 000 Français. 300 000 Français, c'est beaucoup plus que ce qu'il y a, je ne sais pas moi, dans la Creuse ou en Corrèze, je ne sais rien. Bon. Et donc c'était intéressant comme challenge. En plus, ils ne sont pas au même endroit. C'est-à-dire que c'est impossible de les trouver autour du marché le dimanche. Ils sont partout. Ils sont au Canada et en Amérique. Ils sont à Los Angeles, à New York, à Floride, à Toronto, etc. Et ce qui était intéressant, c'était le challenge de comment est-ce qu'on va organiser cette communauté avec des outils numériques. On est en 2012. C'était avant les civic tech et je ne sais quoi. Comment est-ce qu'on va réussir à mettre en place des plateformes qui vont pouvoir utiliser cette intelligence collective de façon à avoir un impact en France et à guider l'action de leurs députés qui est censé les représenter et qui, évidemment, tout seul ne peut pas les représenter. Il y a 300 000 personnes très différentes qui n'habitent pas au même endroit. On ne peut plus les représenter. On ne peut plus qu'être un vecteur de leur intelligence commune. Donc, comment est-ce qu'on arrive à capter cette intelligence sous forme d'innovation, prévision, opinion, etc., de façon à pouvoir ensuite porter leur voix à l'Assemblée. Et depuis, il y a plein de civic tech qui se sont mis un petit peu en place pour essayer de faire ça de différentes façons. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'est que c'est un milieu de gens pas tellement agréables, tout simplement. Agréable ou intelligent? Alors, il y en a qui sont très intelligents, ils sont souvent assez cultivés, ils ont fait des bonnes écoles, mais ce ne sont pas des gens agréables. Il y a un manque d'empathie, mais absolument affreux. On parlait d'empathie tout à l'heure. Et c'est peut-être ça aussi qui bloque le fait de faire quelque chose de véritablement intelligent, c'est leur capacité à être en empathie avec les dirigés, le peuple, les citoyens, qui fait qu'ils ont du mal souvent à utiliser cette intelligence que nous avons sur le terrain et à laquelle eux n'ont plus accès. À force que les gens se rencontrent sur les ronds-points ou passent plein de nuits ensemble pendant un temps, à un moment, est-ce que le peuple va finir par s'organiser, par avoir un semblant d'organisation? Et là, est-ce que le politique va devoir commencer à s'en préoccuper un petit peu plus? Le politique est toujours à la traîne. Le politique est toujours en train de suivre ce que le peuple fait, d'une certaine façon, enfin ce que la société fait. La société évolue très vite et le politique suit.
Oui, je pense qu'il y a aussi une question générationnelle. C'est-à-dire qu'on voit bien que les nouveaux politiques se sont saisis complètement de tous les outils numériques, sont capables de les maîtriser, et du coup, ça fait partie de leur art. Et ils ne peuvent pas exister sans être au contact permanent avec les citoyens. Ça leur manque, alors que la génération d'avant, ça leur manquait pas du tout. C'était quelque part le but, on va s'enfermer au palais, on va être tranquille. Ouais. Donc là, on n'est plus du tout dans cette situation-là. On voit ce pattern-là dans la politique. On voit la même chose dans les grandes entreprises. Les grandes entreprises, il y a 20 ans, quand on leur parlait d'intelligence collective, elles ne savaient pas de quoi on parlait, elles s'en foutaient complètement. Aujourd'hui, si une grande entreprise qui est incapable de proposer un nouvel entrant, un jeune qui arrive sur le marché de l'emploi, de lui proposer de prendre en compte ses opinions, de respecter son intelligence en tant qu'employé, eh bien cette entreprise n'aura pas ce talent, parce que ce talent, il va aller voir ailleurs. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un mouvement de fond qui fait que toutes les ressources humaines changent pour mieux prendre en compte les intelligences de tout le monde dans l'entreprise. Merci beaucoup, Émile. Merci, Émile Servan-Schreiber. Merci, Alexandre Segura. Merci, Charlie. Et à bientôt, à la prochaine émission. Juste un petit mot pour vous dire, comme d'habitude, de prendre vos cahiers de texte parce que j'ai quelques dates à vous donner. Sébastien Boller viendra chez nous le 7 avril. On parlera du bug humain. Bruno Patino sera avec nous le 5 mai. Et puis après, alors je ne vais pas être très précis dans les dates, mais nous aurons l'anthropologue Marilène Patou-Matisse, le docteur en neurosciences Albert Moukébé ou encore le philosophe théologien Marc-Louis Guizy. Le programme sera très riche dans les mois à venir, donc je ne vous conseille que de nous suivre sur les réseaux. Abonnez-vous, rabonnez-vous, propagez la bonne nouvelle et à tout de suite sur les réseaux. Merci beaucoup.